Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur Taxi FM, la géniale des radios, à l'écoute de l'émission Le Taxi en parle, l'émission qui décrypte l'actualité et qui vous permet donc d'être au parfum de l'actualité matinale sur la géniale des radios, une actualité de manière concise et informative. Aujourd'hui, nous évoquons l'ouvrage La Symphonie invisible, pourquoi le génie se sent seul, paru en janvier 2026 à la maison d'édition Continent à Lomé. Nous sommes en direct avec l'auteur de cet ouvrage, Mba B. Santa. Il est écrivain, auteur de l'ouvrage. Mba B. Santa, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour décrypter votre ouvrage, La Symphonie invisible, pourquoi le génie se sent seul. Ma toute première question, Monsieur Mba B. Santa, vous avez décidé donc d'entrer dans le monde de la littérature, en plus de vos activités professionnelles. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à prendre la plume, Monsieur Mba B. Santa? Merci beaucoup et merci une fois encore de me recevoir. Et depuis longtemps, j'ai cru qu'il suffisait de faire et il suffisait aussi d'avoir son boulot, de travailler et puis se contenter de son salaire et sa petite famille, évoluer et puis attendre seulement le reste. Et puis, il y a un moment où ce que l'on voit, ce que l'on comprend, ce que l'on ressent ne peut plus rester à l'intérieur. Donc, écrire pour moi, ce n'était pas un choix esthétique et ce n'était pas pour le plaisir de faire. Donc, avec les mots, c'est une nécessité intérieure. Quand certaines idées ne sont pas formulées, elles deviennent lourdes, elles pèsent, elles s'accumulent, elles finissent par étouffer. Donc, prendre la plume, donner une forme transmissible et pas seulement pour être lu, mais pour être respirable, donc compréhensible et accessible. Donc, écrire, c'est transformer ce qui est intérieur en quelque chose qui peut voyager, toucher d'autres esprits et les accompagner. C'est la seule façon que j'ai trouvé pour que mes observations, mes expériences et mes intuitions ne se perdent pas. Donc voilà pourquoi j'écris. Certainement qu'il y a eu un événement qui a été le déclic qui vous a permis de vous jeter à l'eau pour la rédaction de cet ouvrage-là. Qu'est-ce qui vous a vraiment inspiré? Qu'est-ce qui a été le déclic pour cet ouvrage, La Symphonie invisible, pourquoi le génie se sent seul? Ça me rappelle vraiment ce déclic. C'est un malaise et ce livre est né d'un malaise silencieux. Donc, il est un malaise à double niveau. Niveau personnel, c'est une idée au service qui a été facilement rejetée par le groupe, les collègues et par après, elle s'est avérée être celle qui pouvait éclairer, celle qui pouvait débloquer la situation. Donc, à ce moment, quelque chose de personnel, quelque chose d'intérieur. Et quand j'ai traversé cette expérience, je me suis dit, tiens, il y a beaucoup de gens qui sont, quand j'ai voulu étendre ça hors de moi, voir le monde à l'extérieur de moi, je comprends que beaucoup de personnes vivent le même malaise. Donc, ce malaise n'est pas simplement personnel. Des personnes brillantes et créatives, mais qui restent invisibles aux yeux du monde. Ces personnes font les choses correctement, elles donnent le meilleur d'elles-mêmes et pourtant, elles n'obtiennent pas de reconnaissance immédiate, pas d'encouragement visible. Et la symphonie invisible a été pour moi ce que je pouvais faire pour leur dire et pour dire à tous, pour leur dire que la reconnaissance et le silence n'est pas toujours un verdict. Donc, il n'est pas un jugement définitif. Parfois, il n'est qu'une phase, une étape que chacun doit traverser avant de se trouver, avant de faire entendre sa voix. Ce livre est une tentative, ce passage, de montrer que la solitude, la non-reconnaissance ne sont pas des signes de faiblesse, mais souvent le terreau invisible où grandit le génie. Donc, c'est ce chemin que j'ai voulu partager avec sincérité, pour que personne ne se sente seul avec ce qu'il porte. Donc, merci. Voilà, donc c'est ce malaise qui a été donc le déclic. On va dire que c'est une réponse à ce malaise. Vous citez certains auteurs, notamment Joshua Bell, Van Gogh, Smethwick, Katherine Johnson. Comment ces auteurs ont façonné votre inspiration pour la rédaction de cet ouvrage? Ces figures m'ont frappé pour une raison très simple. Elles n'étaient pas médiocres, elles étaient simplement en avance. Mais quand on prend Joshua Bell, il joue du violon dans un métro, personne ne l'écoute, personne ne s'arrête. Van Gogh, il a peint toute sa vie, mais ne vend pas de toile de son vivant. Et Semmelweis sauve des vies dans un hôpital, il est rejeté.
Catherine Johnson calcule les trajectoires pour la NASA, mais reste dans l'ombre. Femme noire, seule, dans un bureau plein de blancs, à une période ségrégationniste. Il y a aussi ce que j'ai cité pour illustrer ce moment unique, cet intervalle entre la solitude et la reconnaissance du monde, le moment où l'on crée dans le silence, où l'on pense juste sans applaudissement et où l'on agit sans être vu. On pourrait ajouter bien d'autres exemples, des inventeurs, des scientifiques, des artistes, des penseurs africains et du monde entier qui ont été en avance sur leur temps, qui ont souffert du décalage et qui ont tenu parce qu'ils savaient qu'il fallait traverser cet intervalle du silence et de l'indifférence du monde. Ces figures ont en commun, pour moi, c'est ce qu'elles nous enseignent une leçon universelle. Le monde ne reconnaît pas toujours ce qui peut le sauver, mais l'absence de reconnaissance ne rend pas l'acte moins précieux. Il faut parfois attendre ou même ne jamais attendre. Donc la vraie grandeur consiste à continuer de créer, de penser, d'agir, comme ces figures. Ces figures n'ont jamais abandonné, quoique méconnues, quoique mal reçues. Donc même lorsque le silence est le seul compagnon, même lorsque personne ne mesure la valeur de ton travail, il faut continuer. Donc c'est exactement entre la solitude et l'intervalle entre la solitude et la reconnaissance que ce livre cherche à explorer pour que le lecteur comprenne sa valeur n'est pas fixée par l'applaudissement immédiat du monde. Donc, et tous ces gens, ces figures que je cite, auraient abandonné et on n'aurait pas vu leur génie s'ils n'avaient pas vu habiter l'intervalle et transformer le silence et l'indifférence là en quelque chose de bon. Je rappelle que vous suivez l'émission Le Taxi en parle dans ce mercredi 28 janvier 2026. Notre invité, Mba Santa, il est écrivain togolais, auteur de l'ouvrage La symphonie invisible. Pourquoi le génie se sent seul. Alors, quels sont les principaux thèmes que vous abordez dans cet ouvrage, La symphonie invisible? Les thèmes abordés sont divers et le premier que je peux mentionner ici, c'est la solitude. La symphonie invisible explore avant tout ce que dit le génie dans le silence. Donc, lorsque personne ne semble peut comprendre ni reconnaître ce que vous portez et vous vous retrouvez seul. Et donc, la symphonie invisible cherche à éclairer, rassurer le génie, rassurer le talent, rassurer nous tous que cette solitude n'est pas vaine. Donc, il explore aussi l'invisibilité, ce qui marche avec la solitude aussi, et un peu moins, mais l'invisibilité ici, parce que beaucoup de talents passent inaperçus dans un monde qui applaudit souvent le bruit plutôt que la valeur. Donc aujourd'hui, nous voyons autour de nous, en Afrique, au Togo et ailleurs, et des talents sont invisibles quand les bruits simplement sont mieux vus. Donc, il explore ça pour rappeler, avertir le talent, le génie, avertir nous tous. Et le silence n'est pas vide. Le thème du silence aussi, pour dire qu'il n'est pas vide. Il est parfois pesant, mais il est aussi le lieu où l'on forge sa pensée. Et dans le silence, il faut continuer de forger, tu vas mieux voir la vision que tu as et trouver sa force intérieure. Donc, le livre parle aussi de responsabilité, parce qu'abandonner ce que l'on sait juste, ou ce que l'on porte, ce n'est jamais neutre. Donc, il y a une double responsabilité. La responsabilité vis-à-vis de soi-même, donc c'est se trahir soi-même, c'est de manquer de la fidélité à soi et à son génie. Et deuxièmement, la deuxième responsabilité, c'est vis-à-vis du monde, de ta société, de ta communauté, même de ta famille. Elle a besoin de toi seul. Il y a quelque chose d'unique en toi et ta famille, même ton groupe d'amis, ta société et le monde en a besoin. Et quand tu ne donnes pas ça, tu abandonnes à cause de l'indifférence de ce même monde, tu l'as privé de quelque chose que personne ne pourra comprendre. Donc, le livre aussi aborde le temps long de la reconnaissance, la lenteur de la reconnaissance sociale et mondiale. Donc, le courageux, c'est pas celui qui cherche l'applaudissement immédiat, mais celui qui continue, même quand personne n'applaudit. Donc, la reconnaissance, elle est lente et elle ne va pas toujours venir immédiatement. Donc, c'est là que la persistance et la persévérance trouvent leur sens réel. Elles ne sont pas des mots vides. Donc, le thème de la persistance et de la persévérance. Donc, ce sont des attitudes concrètes face à la solitude et au silence. Donc, il faut continuer encore et encore et honorer ce qui est juste et précieux, même quand le monde semble ne pas voir. Donc, voilà un peu les thèmes abordés
tous concourent à aider chacun à explorer et faire grandir son génie, son talent. Quand vous abordez le thème la solitude du talent, est-ce que vous faites référence à vous-même par rapport à votre parcours, étant donné que vous êtes dans la diaspora? Cette solitude-là, est-ce que c'est en rapport aussi avec vos propres expériences personnelles? Exactement. Cette question est bienvenue parce que nous avons déjà quelques retours de certains lecteurs et elle a double réponse. Elle est oui et elle est non. Elle est non, premièrement, au premier lecteur qui pense que, ou bien à première vue du titre du livre, quand on voit le génie, pourquoi le génie se sent seul, on pense que c'est moi, je fais une autobiographie là-bas où je dis je me sens seul, où je fais un cri appelant le monde au secours. Non, là-bas c'est non. Mais ici, c'est le génie se sent seul, c'est tout le monde. Je veux dire à tout le monde, quand tu apportes une idée nouvelle, quelque chose que tu veux contribuer dans un groupe, dans ta famille, dans le service, et tu n'es pas écouté, ou bien tu n'es pas reconnu, tu te sens seul. C'est ça que j'appelle pourquoi le génie se sent seul. Maintenant, la deuxième version, et c'est oui, c'est parce que personnellement, vivant ici dans la diaspora, avec la diaspora, tout comme même revenant aussi au pays. Et il y a des moments où tu essayes de contribuer, d'apporter quelque chose et quand c'est du nouveau, ça dérange. Tu te sens mal aimé, mal écouté et quelquefois rejeté, il ne faut pas jouer sur les mots. Donc, il y a des vérités que quand tu apportes, tu le sens rapidement et tout le monde connaît l'expérience. Donc, tout le monde a eu cette expérience quelque part et ce n'est pas facile aussi ici avec nous. Donc, c'est vraiment personnel à la fois, mais le livre n'est pas simplement une autobiographie où je crie au secours. Ce n'est pas une autobiographie, mais c'est un livre de développement personnel, un essai pratique pour tout le monde. Et justement, j'allais en venir. Comment ces thèmes sont liés à nos réalités, par exemple, à nos réalités togolaises ou africaines? Ici, en Afrique et plus particulièrement au Togo, beaucoup de talents existent. Donc, tout le monde peut se voir dans ce livre. Tout le monde. Du plus petit qui peut lire jusqu'au dernier de quel âge, tout le monde va se reconnaître. Il ne manque pas, les talents ne manquent pas de capacité, ne manquent pas d'intelligence, ne manquent pas de créativité. Mais souvent, on manque d'espace. Et l'espace, là, à plusieurs niveaux. L'encouragement, la reconnaissance, offrir une plateforme favorable pour s'épanouir. Donc, tout ça, nous manquons de ça. Et le livre s'adresse à cette jeunesse, à tout un chacun qui doute non pas parce qu'elle est incapable, mais parce que le système parfois ne répond pas. Et tout partant même de nos sociétés jusqu'aux écoles, quelquefois on ne valorise pas certaines idées et ça détruit la personne de l'intérieur. Et ce livre-là est là pour l'aider désormais, que ça ne nous détruise pas. Donc, des talents qui restent invisibles parce que on ne leur a pas donné la plateforme, comme je l'ai dit. Et la symphonie invisible, encore une fois, dit à ces jeunes, votre solitude n'est pas une preuve d'échec. Donc, au Togo, comme en Afrique, et surtout, j'ai tourné le livre vers l'Afrique et toute société africaine pour que il accompagne, il soit une main posée sur l'épaule de chacun d'entre nous pour qu'on comprenne que tout ce qu'on a abandonné un jour, on peut retourner reprendre, ou tout ce que nous portons et que nous commençons par douter, et on peut relancer ça et appeler aussi la communauté à soutenir parce que nous avons besoin au Togo comme en Afrique que chacun apporte sa pierre, chacun apporte son talent et pour que nous puissions développer nos communautés. Voilà, donc, alors nous allons évoquer à présent votre style d'écriture. Alors, comment décrivez-vous votre style d'écriture dans cet ouvrage-là? Dans mon écriture, pour le livre, là, j'ai décidé de la vouloir simple, une écriture simple, directe, et ne créant pas d'effets inutiles, ne faisant pas rêver pour rêver, pas de recherche de séduction ou de clinquant au niveau du lecteur, mais chaque phrase doit pouvoir être relue et continuer à tenir toute seule. Donc, même après plusieurs jours, comme si elle était un petit pont capable de traverser le silence de celui qui lit. Donc, c'est une écriture de densité, quand bien même je l'ai voulu simple. Donc, pas de légèreté vide. Donc, c'est une écriture qui oblige le lecteur à penser, à se tenir droit, à regarder ce qu'il ressent, ce qu'il porte en lui-même. Elle ne cherche pas à plaire, elle cherche à rester fidèle à ce qu'elle doit dire. Donc, ce que je veux dire, c'est que regarde-toi, tu as quelque chose en toi. Pourquoi tu l'as abandonné? Va retrouver ça. Toutes les phases du génie ou du talent, chacun doit pouvoir se lire, se voir et se demander. Donc, je crois que c'est la toute force d'un texte qu'il tienne dans la durée, donc qu'il survive au bruit et au temps. Donc, qu'il continue à interpeller
même dans le silence après la lecture. Et je suis sûr que ça aura cet effet. Voilà, donc un style assez simple, compréhensif, lisible pour les lecteurs. Qu'est-ce qui rend cet ouvrage assez unique par rapport à d'autres essais littéraires ou similaires, et puisque nous parlons donc d'essais pratiques qui est dans le sillage de développement personnel? Comme vous le dites, c'est dans le développement personnel et c'est pratique. Dans ce livre, son unicité, premièrement, ce n'est pas une promesse de succès. Il ne vend pas de recettes magiques pour réussir. Il ne propose pas de formules toutes faites. Et parce que la vie ne fonctionne pas comme ça. Donc, je ne vais pas aller faire rêver quelqu'un tout de suite. Donc, ce qu'il dit, c'est autre chose. Et si tu continues, fais-le en conscience. Si tu abandonnes, comprends ce que tu abandonnes. Tu t'abandonnes toi-même, tu abandonnes le monde qui attend ce que tu as d'unique. Donc, chaque geste, chaque décision, chaque effort ont un poids et une conséquence pour toi et pour le monde. Donc, le livre n'est pas là aussi non plus, comme je parle beaucoup de la responsabilité là, il ne te juge pas. Il ne te rassure pas de manière artificielle, mais il respecte pleinement l'intelligence du lecteur. Donc, c'est ce respect-là, cette honnêteté avec le lecteur qui rend la symphonie invisible unique. Et en plus de le côté pratique, donc un guide pratique parce que je ne veux pas te faire voyager mon lecteur dans les idées simplement pour le laisser là-bas, lui décrire que voilà, tout le monde a du génie, j'ai la conviction que mon frère, tu as du génie, tu as du talent. On nous l'a fait. Et nos sociétés, nous grandissons avec une telle éducation où on nous dit toujours le quoi et la morale. On nous moralise beaucoup, mais on ne nous dit jamais comment le faire. Donc, j'ai voulu accompagner avec un côté pratique, ce qui rend cet essai vraiment unique, un côté pratique où le lecteur peut explorer, ce qu'il a abandonné un jour, parce qu'il va se voir dans le doute que l'indifférence a créé chez Joshua Bell, et il va se voir dans l'indifférence, dans le rejet que Simlevès a eu. Donc, il va se voir dans les personnages là que j'ai cités, j'ai bien fait référence, et il va retourner se demander. La pratique l'aide à découvrir son feu unique, son talent, parce que chacun en a. Donc, le côté pratique est là pour aider et ça fait l'unicité du livre. Voilà, donc est-ce que cet ouvrage est destiné à une catégorie de personnes, aussi bien les jeunes, aussi bien les vieux, où tout le monde peut lire cet ouvrage? Oui, merci beaucoup. Tout le monde, je ne veux pas dire peut lire, mais peut tirer un profit du livre. Donc, il s'adresse à tout le monde. Donc, en particulier, premièrement, ceux qui vont recevoir le coup dur, c'est ceux qui créent, c'est ceux qui transforment, c'est ceux qui apportent des idées dans leur localité, que ce soit même entre amis, un petit groupe d'amis, un petit groupe WhatsApp où vous êtes en train de construire quelque chose ensemble. Quand tu apportes ton idée et il y a du silence, ça ne veut pas dire que ton idée n'est pas valable. Quelquefois même, j'ai fait moi-même cette expérience où tu retournes lire ta propre phrase pour te demander mais est-ce que tu as bien écrit? Parce que personne ne réagit. Donc tu commences par douter. Donc ce livre, quoi qu'on dise, il va jusqu'à un niveau plus bas comme un niveau plus haut pour s'adresser à nous tous. Donc, tout le monde a sa part dans ce livre. Et même entre frères, je m'adresse à mon frère et puis le frère jusqu'au soir n'a pas encore répondu. Donc, je commence par douter de ce que j'ai dit. Donc, je commence par douter des mots que j'ai. Est-ce que j'ai bien même écrit? L'orthographe, qu'est-ce que j'ai dit là-bas de mal? Donc, on ne va pas limiter à qui que ce soit. Le livre est pour tout le monde. Et il va, je crois bien que si tout le monde se laisse adresser par ce livre à travers ses yeux, donc s'il le lit, ce n'est que du bien que l'Afrique va avoir parce que les talents vont sortir de là où ils sont cachés, du doute où ils se sont coqueliers. Monsieur Mba B. Santa, auteur de l'ouvrage La symphonie invisible, pourquoi le génie se sent seul, invité de l'émission Le Taxi en parle de ce mercredi. Alors, Monsieur Santa, nous avons le livre avec nous. Quand nous jetons un coup d'œil sur la couverture, on est interpellé par une image, un homme qui se tient debout dans une obscurité. Il reflète un peu la lumière. On sait que ce qui est difficile véritablement dans le choix de la couverture, c'est l'expression, l'image expressive. Comment est-ce que vous avez fait pour choisir une image là, cet homme debout
qui apparaît comme une lumière dans une obscurité pour illustrer véritablement cet ouvrage, la symphonie invisible. Pourquoi le génie se sent seul? Merci beaucoup pour la remarque. La conception de la couverture a découlé logiquement du texte et c'est le thème central, la solitude du génie. Il se sent seul et dans tout ce monde que nous connaissons, lui, il se retrouve seul. Mais seul, je rappelle maintenant au lecteur qui va avoir ce premier coup d'œil, c'est tu n'es pas seul, tu es porteur d'une lumière et c'est une lumière dorée. Donc la valeur de la chose que tu portes. Donc cette valeur, elle est intrinsèque. Elle ne dépend pas de la présence, des applaudissements des autres. Elle ne dépend pas de leur réaction. C'est le pourquoi il n'y a personne autour de toi, mais tu as cette lumière dorée que tu dégages déjà. Donc, il suffit maintenant de persévérer jusqu'à ce que cette lumière envahisse ce monde et qu'il n'y ait plus de place pour douter encore de ce que tu portes. Et pour toi aussi, il n'y a pas de place pour douter. Regarde-toi dans ta solitude, tu n'es pas seul. Tu es là avec ta vision qui a une valeur d'or. Donc, c'est ce que la couverture veut dire. Voilà. Quelles leçons pouvez-vous tirer de cet ouvrage pour la génération actuelle? Merci beaucoup. Donc, la première leçon que je voudrais partager à travers l'ouvrage, c'est que on ne doit pas confondre silence et valeur de ce que l'on cherche à apporter, de ton idée, valeur de ton projet, valeur de ta contribution. Donc, quand les gens se taisent, quand les gens font les indifférents, quand les gens critiquent, donc on ne doit pas confondre ça avec notre valeur. Donc, il y a beaucoup de moments dans la vie où vos efforts semblent passer inaperçus. Au boulot, vous faites des efforts extra et plus que ce qu'on vous demande et tout marche bien, mais comme on ne reconnaît pas, on n'applaudit pas, tu veux retirer ça. Non, il ne faut pas retirer tes efforts. Il faut continuer comme Katherine Johnson. Après tout, elle a eu des décorations et mondiales et fédérales ici. Donc, et dans le silence, dans l'ombre, il faut toujours continuer. Donc, maintenant, mais aussi, donc ce silence n'est pas un jugement. Donc, comme je l'ai dit, il n'indique pas que vous n'avez aucune valeur. L'indifférence aussi ne définit pas votre valeur. Donc, il ne faut pas attendre que le monde dise, hey, ce que tu as comme idée, ça a de la valeur. Ce que tu as comme projet, ça a de la valeur. Ce que ta contribution là, oui, avant que tu ne persistes, avant que tu ne crées, avant que tu ne commences par te lancer vers l'action. Non. Donc, on doit aller, comme je l'ai dit, prendre les exemples dans le livre des créateurs, des scientifiques. Donc, leur contribution était souvent invisible au départ, mais leur persistance a fini par transformer le monde. Donc, cette leçon s'applique à chaque génération et il faut de la patience et une force. Donc, parfois, la valeur réelle n'apparaît que longtemps après. Voilà, donc une autre leçon, c'est renoncer trop tôt coûte cher. Donc, ça coûte plus cher que persévérer. Donc, ça coûte pour toi aussi, ça coûte pour le monde. Chaque abandon prématuré est un potentiel perdu. Une idée que vous n'avez pas portée, un projet que vous n'avez pas lancé, une parole que vous n'avez pas osé dire, tout cela s'accumule et pèse sur la trajectoire de votre vie et sur aussi l'équilibre du monde. Donc, alors la génération actuelle, je dis, on doit avancer, même dans le silence, si nécessaire. On ne doit pas craindre l'indifférence passagère parce qu'elle est passagère. Surtout, on ne doit pas renoncer avant d'avoir vraiment essayé et persisté. Donc, ces trois leçons, ne pas confondre silence et inutilité, et comprendre que la reconnaissance prend du temps et persévérer malgré les obstacles. Donc, c'est ça que j'ai à véhiculer dedans. Voilà, un appel donc au courage, à la persévérance dans tout ce que nous faisons. Je crois que c'est ce message que vous transmettez aussi à toute la communauté. Exactement, exactement. Donc à la communauté, je vais ajouter quelque chose. Donc certaines idées ne divertissent pas. Donc elles ne font pas sourire, bien sûr. Elles ne cherchent pas l'approbation, elles obligent et elles dérangent. Donc la communauté, de grâce, je veux simplement appeler toute la communauté africaine et togolaise de savoir et accueillir, c'est vrai, ce n'est pas facile d'accepter, de comprendre, la compréhension est difficile aussi. Et pour une idée toute nouvelle, quelqu'un qui introduit une innovation, ça dérange ce qui était déjà accepté.
et qui marchait. Donc, seulement que le refus ne soit pas violent, que le refus ne soit pas vraiment destructeur du génie que l'individu porte. Donc, que ça respecte un peu, que ça donne un peu d'espace pour que le génie puisse persévérer afin de prouver encore et encore ce qu'il a de nouveau et comment ça peut aider. Donc, la responsabilité vient là pour nous tous de savoir au moins s'encadrer et de savoir refuser, de savoir rejeter. Donc, c'est ça. Quand une idée vous oblige, il faut assumer, vous aussi qui l'a porté. Donc, il faut assumer et agir. Il ne faut pas rapidement être prêt à abandonner, à jeter sous un pont et dire non, voilà, je suis inutile. Voilà, donc, alors, j'écoute cette émission-là. Quel bénéfice je peux tirer en allant chercher donc, cet ouvrage, Monsieur Mba Santa, puisque vous êtes l'auteur? Oh, merci. Le premier bénéfice que quelqu'un qui lit le livre, le lecteur, peut tirer de la symphonie, c'est la clarté. Donc, on est un peu confus souvent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle quelqu'un peut jeter ce qu'il fait, ça n'a pas de valeur. Donc, on doit trouver la clarté d'abord envers nous-mêmes, ce que nous vivons. La clarté le lecteur trouve la clarté sur ce qu'il vit, sur ce qu'il ressent, sur ce qui le trouble sans toujours savoir l'expliquer. Parce que moi-même, il y a des personnes avec qui j'avais des conversations avant ce livre. À un moment donné, si vous leur demandez, ils vont dire qu'ils ne me comprenaient pas, qu'ils ne me comprennent pas. Parce que je commence, je contourne et puis c'est comme si je ne comprends pas ce que je veux dire. Et c'est vrai. Donc, parce que il n'y a pas vraiment une clarté et tu ne sais pas vraiment. Quelque chose est là, tu sens. C'est lourd, c'est profond. Tu ne sais pas comment l'approcher, comment l'explorer. Donc, ce livre, à travers le guide pratique aussi, et tout ce qu'il a dit, donc, va éclairer chacun, le lecteur, à découvrir vraiment ce qui le trouble lui aussi. Qui est à l'intérieur, ce talent que Dieu a placé, si je veux parler comme les religieux, donc, que le Créateur a placé. Donc, le livre aussi aide à distinguer ce qui relève du doute, d'un doute intérieur, et ce qui relève simplement d'un manque de reconnaissance. Donc, quelquefois, on abandonne, pas parce que nous-mêmes réellement nous doutons, nous jugeons que c'est faux, mais nous abandonnons parce que la reconnaissance extérieure manque. Donc, le livre aussi est clair sur cette distinction. Donc, le deuxième bénéfice, rapidement ici, c'est le calme intérieur. Donc, quand on comprend mieux ce qui nous arrive, la lutte intérieure s'apaise. Donc, on s'arrête de se battre contre soi-même et de se juger comme rejeté, mais on comprend comment et ce qui se passe avec nous et que c'est l'opportunité d'explorer. Donc, le lecteur n'est pas poussé à aller plus vite ici dans le livre, mais à aller plus juste parce qu'il sait désormais ce qui bout en lui et ce qu'il est en train d'explorer, ce qu'il contribue pour lui-même et pour le monde. Enfin, et ici, c'est une paix avec le temps. Non, le temps. Donc, le temps peut durer pour qu'on reconnaisse, par exemple, ce livre, il peut être tout de suite mal pris. Donc, mais ça prendra le temps pour qu'une génération comprenne que c'était quelque chose qui pouvait l'accompagner, qui l'aidait. Donc, il faut être patient et avoir la paix avec ce temps-là que ça prend. Donc, c'est les trois bénéfices. Donc, la clarté, la patience avec le temps, de la reconnaissance et le calme intérieur. Voilà. Alors, quand j'ai lu votre biographie, vous avez été aussi enseignant. Alors, est-ce que ce livre peut être recommandé comme manuel pour études au niveau des écoles? On peut étudier ce livre. Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, j'en suis fier chaque fois quand je me rappelle et les situations obligées. Sinon, l'enseignement, c'était une passion. Donc, maintenant, pour l'application de ce livre au niveau de l'école, c'est oui, parce que pour l'enseignant, c'est un métier vraiment complexe. Comme vous l'avez déjà enseigné, c'est complexe. Vous faites beaucoup, vous donnez beaucoup de choses, beaucoup de petites choses sont ajoutées à votre niveau, beaucoup d'efforts que dont personne ne s'en rend compte. Donc, mais ces efforts dans le silence, ces efforts dans l'ombre, l'inspecteur même ne sait pas que tu as fait ces extra choses, même le directeur. Dans ta classe, tu dois consoler un enfant qui pleure, ce qui n'est pas dans le programme. Oui. Tu dois t'assurer que ceux-là et ceux-là sont ensemble. C'est comme tu construis une famille en même temps que tu enseignes. Donc, tu fais beaucoup dans l'ombre que personne, le ministre ne voit pas pour ajouter un salaire sur ça. Donc, pour les enseignants, ça fait du bien de se rendre compte que même dans l'ombre, quand tu continues par faire de l'excellence, dans l'ombre, ça finit par payer un jour. Quand
quand l'enseignant lit le chapitre sur Katherine Johnson. Donc, et maintenant, pour les élèves, donc pour les enseignants aussi, le livre sera aussi utile parce que il guide au niveau de l'innovation. On peut innover un peu dans ce que nous faisons, même dans ta manière d'apporter le message à l'enfant. Le livre va contribuer avec des petits exercices vraiment guides pour trouver de nouvelles manières. Parce qu'à un moment donné, on s'arrête, on se demande, mais ces enfants-là, qu'est-ce que je vais faire pour qu'ils me comprennent? Pour qu'ils me suivent. Donc, mais le livre va t'aider désormais, pas facilement, mais en te guidant avec des questions et des exercices. Maintenant, pour les enfants, c'est une opportunité pour eux de comprendre, d'abord de se rendre compte dès le bas âge, ou quel que soit le niveau que le livre est, un texte est amené, de se rendre compte de ce qu'ils portent en eux et qu'ils ne savent pas. Parce que l'école, quelquefois, j'ai été enseignant, il y a des moments où nous-mêmes nous détruisons ce génie dans les enfants sans le savoir. C'est d'une manière inconsciente. Je ne suis pas en train de jeter les collègues sous le pont, mais c'est une réalité dont nous nous rendons compte, mais trop tard. Donc, un enfant qui sait bien dessiner, qui ne sait pas écrire une rédaction, je me rappelle à une correction entre ça, c'est ici. On s'est moqué d'une copie, mais le gars, lorsqu'il dessine, tu ne peux pas croire que l'enfant là est au CM1. Mais à sa copie de rédaction, il ne peut pas formuler une phrase. Et cette façon de traiter cet enfant, c'est détruire son génie, son talent unique. On force tout le monde à avoir quelque chose de semblable. Donc voilà, l'école a besoin de ceci pour que les enfants se rendent compte en lisant que mais tout le monde a quelque chose d'unique. Et il va commencer dès là à explorer, à exposer ça et la société peut l'accompagner avec. Voilà, donc, Monsieur Mba B. Samta, on va parler maintenant de la vulgarisation de cet ouvrage-là. Je rappelle que l'ouvrage est paru ce mois de janvier 2026 à la maison d'édition Continent. Alors, quelles sont les actions promotionnelles qui seront réalisées autour de cet ouvrage-là? Oui, merci beaucoup. Ici, je ne suis pas moi-même physiquement présent à Lomé ou en Afrique en ce moment, mais aujourd'hui, la présence ne se limite pas au lieu géographique, bien sûr. Donc, la première stratégie, c'est la présence intellectuelle, interview, radio, télévision comme celle-ci, et des articles aussi, des prises de parole ciblées, et diffusion de contenu court qui porte les idées du livre. Donc, ensuite, il y a le relais local, les librairies partenaires et bientôt, je crois que la maison d'édition a ses librairies partenaires aussi. Ce n'est pas encore diffusé là, mais ça le sera bientôt. Et les lecteurs engagés aussi, je crois que quelqu'un qui lit, qui commence par voir les bénéfices, il ne peut pas s'empêcher d'en parler. Et c'est une forme de diffusion aussi. Donc, des personnes ressources qui font vivre le livre aussi sur le terrain. Il y a déjà de bonnes volontés qui m'approchent. Et je profite là pour saluer, remercier un frère que le proviseur Adom m'a référé et qui est en train de nous soutenir ici rapidement. Donc, l'objectif n'est pas l'agitation aussi, donc, mais la rencontre juste entre le livre et ses lecteurs. Donc, le temps va faire son travail. Les gens viendront justement vers le livre parce qu'ils en ont besoin. Voilà, justement, est-ce qu'on peut donner quelques librairies ou bien où est-ce qu'on peut retrouver ces ouvrages concrètement à Lomé ou à l'intérieur du pays? Oui, actuellement, donc aussi un clin d'œil aux éditions Continent et merci sincère et spécial à Monsieur Vondoli, Sébastien Vondoli, le directeur de Continent, qui a accompagné et travaillé. Donc le livre est à son niveau aussi, au niveau de la maison d'édition des Continents. Et l'autre, sur leur page aussi, il sera disponible très bientôt, mais actuellement, il est disponible là-bas. Et pour les librairies, bientôt, ça sera communiqué et nous pourrions faire la diffusion encore. Nous pourrions venir sur ça. On peut l'acheter en ligne également? Oui, sur le site de la maison Continent, maison d'édition Continent et bientôt, dans d'autres sites pourront être annoncés. Et je crois que ça reviendra sur l'antenne ici aussi. Je crois que c'est ça. Et à l'intérieur du pays aussi, il y aura bientôt des numéros. Et je crois que
Et il y a un dépôt à l'intérieur au niveau de Wahala. Et avec, pour contacter, pour obtenir ça à ce niveau, il faut leur appeler le numéro 90 44 97 72 pour obtenir ça. Donc, à zone plateau, on peut leur faire parvenir une copie au niveau de Sokodé aussi. Et nous avons aussi un dépôt là-bas. Donc, le numéro est là. Donc, et c'est le 98 55 67 33. Donc, et il y aura ça aussi bientôt à Kara, mais ces deux numéros seuls peuvent coordonner pour vous faire parvenir le livre, quel que soit l'endroit où vous êtes. Et je crois fermement que beaucoup de copies seront lues dans mon propre pays d'abord, avant que l'Afrique entière ne trouve ça. Mais bon, c'est en train de partir aussi en Centrafrique bientôt. Vraiment, on m'a soufflé qu'on pourra retrouver également le livre ici à la radio Taxi FM au secrétariat. Donc le public peut donc venir chercher cet ouvrage-là. On va évoquer, pour terminer, vos projets. Est-ce que vous avez encore d'autres prochains projets littéraires? Oh, merci. Effectivement, il y en a. Pour dire vrai, l'écriture est surprenante parce que quand je commençais la symphonie invisible, je n'avais pas cru me mettre dans ça, mais c'est plutôt maintenant la symphonie invisible n'est plus un livre isolé. Donc, il y a eu beaucoup qui sont en cours. Il s'inscrit dans un ensemble de réflexions plus larges actuellement. Donc, j'écris des essais pratiques existentiels, donc je garde le même style. Je ne veux pas faire voyager le lecteur, le faire rêver et des promesses naïves. Je veux l'accompagner pour chaque question existentielle et pratique que je pose. Je voudrais qu'on s'accompagne ensemble jusqu'à mettre ça en pratique. Donc, des textes qui ne cherchent pas à impressionner, comme je l'ai dit, mais à structurer la pensée et l'action. Donc, un prochain essai sera très bientôt disponible et sur les fondements des couples durables et heureux. Donc, ce n'est pas une vision romantique, ce n'est pas encore ici un éloge, quel que soit ce qu'on fait, on doit faire quelque chose, un voyage romantique que l'amour a fait comme à quoi ou pas, non. Mais c'est une réflexion lucide sur l'engagement et la responsabilité de chaque membre du couple et c'est une réflexion sur le temps du couple, donc le couple dans la durée. Donc, je travaille à part celui-là qui est vraiment prêt bientôt. Il y a aussi les héritages que nous recevons, souvent sans les questionner. Donc, et on finit par tourner en rond et entretenir un cercle vicieux. Et le trésor de l'école, donc le trésor oublié, il y a bien des facettes de l'école que nous avons oubliées, nous qui avons été à l'école et nous qui enseignons aussi, nous avons oublié. Même les dirigeants, les institutions qui ont oublié ça aussi. Mais le trésor reste. Et quand quand nous écoutons les réseaux sociaux, c'est des critiques à travers dirigées vers l'école, comme si elle était vraiment totalement fausse. Donc, et un autre essai sur la nécessité du bon positionnement des idées. Vous n'êtes pas sans savoir, vous aurez entendu déjà dans les rues de Lomé et d'Afrique, beaucoup de nos amis qui crient au manque de financement pour leurs idées et leurs projets. Oui. Mais, donc, j'ai voulu aller plus loin pour me demander pourquoi tout le monde parle de manque de financement. Est-ce qu'on est vraiment prêt? Donc, l'essai vient bientôt. Donc, lui aussi est en cours d'édition. Donc, mariage et sur les fondements de couple. C'est un essai titré Mariage et maturité. Il est déjà prêt pratiquement. Donc, et on a beaucoup, c'est beaucoup. Tous ces essais ont un fil conducteur. Donc, à vivre de manière plus consciente, plus responsable et plus libre. C'est ce que je cherche à faire. On comprend que la symphonie invisible, pourquoi les jeunes se sont seuls, ne sera pas votre essai. Vous avez beaucoup dans la gibecière pour nos lecteurs. C'est vrai que c'est votre premier ouvrage, mais certainement que vous avez déjà une idée de la littérature togolaise ou africaine. Quelle idée vous avez de la littérature togolaise? Oui, exactement. Donc, oui, la littérature particulièrement togolaise, c'est un peu brillant. Ça vient. Et je suis confiant
qu'une génération exigeante est en train d'écrire. Et je suis confiant aussi que, comme je l'ai dit, une génération exigeante, que la littérature va se tourner résolument vers l'action parce que aujourd'hui, je crois que nous avons beaucoup plus besoin de l'action que de la théorie. Et, et comme je l'ai dit, je suis confiant et puis tout le monde actuellement se tourne vers l'action résolument, c'est vrai. Et la littérature, pour la littérature, l'esprit en a besoin, mais l'action est beaucoup nécessaire et je suis confiant que cette génération, elle n'imite pas, elle affirme. Donc, et ça va prendre, ça va aller, ça va beaucoup contribuer au développement. Monsieur Mba B. Santa, je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage La Symphonie Invisible. Pourquoi le génie se sent seul? Un dernier message pour clore cet entretien. Le dernier message que j'ai ici à adresser aux auditeurs et aux lecteurs, à la communauté africaine et togolaise, à la jeunesse, c'est: n'attendez pas que le monde vous autorise à exister. N'attendez pas que le monde vous autorise à agir. Allez découvrir votre intérieur, cet appel, ce bruit qui vous dérange. Écoutez-le, prenez le temps, exploitez votre silence, écoutez ça et agissez. Ne considérez pas votre valeur, ne mesurez pas votre valeur par rapport aux réactions du monde extérieur. Certaines voix doivent survivre au silence avant d'être entendues. Et surtout, vivez l'intervalle entre votre création, votre tentative et l'approbation, les applaudissements. Parce que beaucoup se découragent, soit abandonnent, soit même se suicident, ce qu'on ne souhaite pas. Donc, mais gardez-vous bien vivant, bien portant et agissez, continuez de persévérer entre l'intervalle, dans l'intervalle entre votre production, votre contribution, vos efforts et l'applaudissement, la reconnaissance du monde. C'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Monsieur Mba B. Samta. Je rappelle que vous êtes écrivain, auteur de l'ouvrage La Symphonie Invisible, pourquoi le génie se sent seul. Dans l'émission Le Taxi en parle de ce mercredi 28 janvier 2026. Comme vous le voyez si bien, nous avons décrypté l'ouvrage, donc La Symphonie Invisible, pourquoi le génie se sent seul. L'ouvrage qui est déjà dans les librairies. Allez donc le chercher, je crois, au prix de 5 000 francs CFA pour pouvoir donc vous délecter donc, de ces notions dans cet ouvrage. Merci Mba Santa, et vous pouvez retrouver donc cet ouvrage-là également au secrétariat de Taxi FM. Voilà. L'émission Le Taxi en parle de ce mercredi 20 janvier s'achève. Merci de nous avoir suivis. Merci également à Élisée Dovigaba pour la mise en onde de cette émission. Et à vendredi prochain, nous aborderons un autre thème de la justice avec la maison de justice de Baguida pour voir donc le fonctionnement de cette maison de justice. Bonne journée à toutes et à tous et à très bientôt. C'est la Générale des radios.